Bonjour à tous, FAQ de la semaine. Donc je réponds aux questions qui m'ont été posées récemment sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous estimez intéressantes, auxquelles vous aimeriez que je réponde en vidéo, à me faire des suggestions en commentaire. Alors, première question, à part boire beaucoup d'eau et faire du cardio, comment diminuer son hématocrite? Question de Ferras. Alors déjà, commence par boire beaucoup d'eau avant de faire ta prise de sang. Tu verras, si tu n'es pas déshydraté, bizarrement, ton pourcentage d'hématocrite ne sera pas si élevé. Je pense qu'il y a beaucoup de résultats qui sont biaisés du fait qu'on suit les recommandations, à savoir ne pas boire du tout au moins 12 heures avant la prise de sang, et pour beaucoup, cette déshydratation augmente l'hématocrite. Aussi, vérifie si tu ne fais pas de l'apnée du sommeil, parce que quand on fait de l'apnée du sommeil, forcément on manque d'oxygène, et comme si on vivait en haute altitude, le corps, par mécanisme de survie, va produire plus de globules rouges, donc ton taux d'hématocrite va monter. J'ai eu pas mal de clients, justement, quand ils ont fait des tests d'apnée du sommeil après mes recommandations, ils ont découvert qu'ils avaient de l'apnée. Bizarrement, quand c'est traité, après, le taux d'hématocrite revient à la normale. Donc, vérifiez bien si vous n'avez pas de l'apnée, les gars. Ça joue énormément sur les résultats. Ensuite, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exagération par rapport à ça, parce que, pour mettre un peu de perspective, il faut savoir qu'il y a beaucoup de populations qui ont construit des civilisations en haute altitude. Donc, je pense notamment au Népal, à la Bolivie, etc. Donc, c'est des gens qui ont, notamment pour les Boliviens, j'avais vu on appelle ça une étude de 2001 qui montrait que les hommes boliviens avaient en moyenne un taux d'hématocrite de 52,7%. Est-ce qu'ils ont besoin de faire des saignées pour autant? Est-ce qu'ils risquent d'avoir des attaques? Est-ce qu'ils risquent d'avoir des thromboses veineuses profondes? Pardon, c'est pas forcément sûr. Donc, il faut relativiser par rapport à ça. Pour ceux qui ont vraiment des symptômes associés à un taux d'hématocrite trop élevé, effectivement, je pense qu'il faut donner. Je pense que c'est important. Mais on va pas se mentir, les trois quarts des gens qui donnent leur sang, c'est parce qu'ils dépassent les 50% et on leur a dit que c'était potentiellement dangereux. Mais si vous n'avez pas de symptômes associés, je pense que c'est pas crucial de donner son sang toutes les 8 semaines, parce qu'on dépasse 50% d'hématocrite. Aussi, vous risquez de bousiller, en tout cas de perdre en grande partie votre ferritine, et après vous allez vous sentir comme une merde. J'avais un client qui avait qui avait donné du sang, et du coup après son taux de ferritine avait complètement chuté, et il s'est senti comme une merde pendant des mois, chute de performance, baisse d'énergie, baisse de motivation, léthargie, etc. Donc soyez prudents avec ça. Pour ceux qui ont vraiment des symptômes, voilà, je pense qu'il n'y a pas de question, c'est préférable de donner du sang. Mais pour ceux qui veulent donner du sang régulièrement parce qu'ils estiment qu'ils ont un taux d'hématocrite trop élevé, si c'est vraiment le cas, je pense qu'il faut revoir votre protocole, les gars, parce que vous n'êtes pas censé devoir donner du sang toutes les 8 semaines. Si c'est le cas, je pense qu'il faut baisser vos doses de testo, ou éventuellement réévaluer un peu tout ce que vous faites, parce que c'est pas normal. Question suivante. J'ai un appétit d'enfant et un estomac fragile. Comment faire pour progresser? Question de Aurélien. Bienvenue au club, Aurélien. Non mais blague à part, au passage, Aurélien a l'air de faire au moins 100 kilos secs sur ses photos sur Instagram, donc je pense pas que tu sois à plaindre outre mesure. Bon, déjà, ce qu'il faut pas faire, tu t'en doutes, c'est manger beaucoup d'aliments qui sont très volumineux pour peu d'apport calorique, à savoir les légumes crus, pardon, mais aussi la salade, le riz sec, les flocons d'avoine sec. Éviter aussi tout ce qui est friture, tout ce qui est, on appelle ça, trop de graisse, trop de fibres, trop de lactose. Éviter de boire en mangeant, bien sûr. Éviter de boire du café noir à jeun le matin, ça coupe sérieusement l'appétit. Comme tu m'as pas l'air naturel, je me permets de te dire aussi, pas d'oraux, ça tu t'en doutes. Les stéroïdes oraux, c'est catastrophique pour l'appétit. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, privilégier tout ce qui sera facile à digérer, bien sûr, tout ce qui est crème de riz, purée, riz bien cuit, flocons d'avoine imbibés cette fois, mais aussi tout ce qui est viande tendre. Voilà, ne pas hésiter à couper sa viande au ciseau en petits morceaux avant de la consommer. Et à part ça, moi je dirais, regarde des vidéos d'Hunter Labrada. Hunter Labrada, c'est un pro qui fait Olympia. Il a un appétit de merde, très franchement, et il a pas mal d'astuces pour faire passer tout ça. C'est assez intéressant, mais notamment, vous le verrez, consommer beaucoup de whey hydrolysate, mais aussi beaucoup de glucides liquides. Et il a l'habitude de couper sa viande en tout petits morceaux également, ce qui est quand même très pratique, comme je disais, pour mâcher et assimiler facilement. Ensuite,
Niveau produit, il y aura, tu t'en doutes, l'insuline, le MK677, la GHRP6, tout ça, ça va donner beaucoup d'appétit. À l'ancienne, il y en avait beaucoup qui utilisaient aussi la périactine, c'était un usage détourné. À la base, je crois que c'est un antihistaminique. Et à part ça, bah écoute, tout ce qui est stéroïdes, il y aura la trestolone et la boldenone qui sont connus pour également ouvrir l'appétit. Question suivante, T4 avec la GH. Question de Elisa. Alors, l'intérêt théorique, c'est d'éviter, ou plutôt même de combler, une hypothyroïdie induite par la GH. C'est vrai que l'utilisation de GH à long terme peut ralentir la thyroïde. Quand tu utilises du T4 en prépa, c'est aussi intéressant à la mesure où on soutient le métabolisme, sans pour autant directement utiliser le T3, qui est la forme active, mais qui est catabolique. Et en gros, avec le T4, le corps convertit ce dont il a besoin. Et voilà, ça s'arrête là. Mais moi, je te recommande, si tu utilises de l'hormone de croissance, de faire une prise de sang au bout de quelques semaines pour voir si tout simplement ta thyroïde a ralenti ou pas. Et à fonction de ça, tu pourras ajuster avec une supplémentation potentielle en T4. Ensuite, je voudrais que tu abordes le sujet de la fertilité sous TRT ou sous cure. Question de Laxoun. Alors, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Si tu veux concevoir avec ta femme, vous prévoyez, je veux dire, a priori, une période qui est dévolue entièrement à ça. Tu te mets en TRT, déjà, tu fais un spermogramme pour voir où t'en es. Le cas échéant, si c'est pas suffisant pour être fertile et féconder madame, tu ajoutes une seule chose à la fois. En l'occurrence, moi je pencherais pour du HCG, déjà, ça va stimuler tes cellules de Liedig, ça va mimiquer un petit peu la LH. Si c'est pas suffisant, au bout de quelques semaines, de toute façon ça tu vas le voir, tu referas un spermogramme, donc si c'est pas suffisant, c'est ajout de HCG, tu ajoutes de la FSH recombinante, tu refais un test quelques semaines après, etc. Voilà. Et en fonction des résultats, tant que c'est pas satisfaisant, tant que vous n'avez pas réussi à procréer, tu potentiellement ajoutes quelque chose de supplémentaire à ton protocole, et puis voilà. Mais je pense que il n'y a pas à s'inquiéter, la plupart des gens qui veulent des enfants en ont. Hein. Tous les bodybuilders que je connais d'ailleurs, la plupart ont eu des enfants malgré eux, en cure et après des années sous produit. Récemment, j'ai eu encore un client qui était en prépa, et en pleine prépa sous traîne, il a foutu sa femme en cloque. Donc il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure, à moins que vous ayez un problème génétique ou que votre femme ait un problème avec sa matrice ou qu'elle soit un peu trop âgée pour procréer. Je ne pense pas que vous avez réellement à vous inquiéter. Est-ce que le fait d'être sous-produit, entre guillemets physique hors norme, t'a déjà fermé des portes, entre guillemets boulot? Question de Mathéo. Mathéo qui est un client à moi depuis des années. Merci beaucoup pour ta question Mathéo, j'espère que tu vas bien. Alors, très franchement non, je pense pas que ça m'ait fermé des portes. Je pense que quand on est bodybuilder amateur et qu'on est très sérieux, on se ferme volontairement des portes, on s'auto-sabote entre guillemets parce qu'on veut être tranquille. On a du mal avec l'autorité, forcément, avec les androgènes. Et je pense qu'on s'isole, souvent volontairement, pour pouvoir bouffer ses Tupperware, etc. Donc non. Si des portes ont été fermées, c'est parce que c'est moi-même qui les ai claquées, je pense. Et forcément, quand tu as un physique hors norme, quand tu ressembles à un golem ou une orque, c'est sûr que tu vas pas postuler pour faire hôtesse d'accueil ou fleuriste. Là, en l'occurrence, je pense que ça m'aurait fermé des portes, mais très franchement, à part ça, je pense pas. Je pense que la plupart d'entre nous, quand on est vraiment à fond dans le body, volontairement, on choisit des boulots où on va pas cavaler toute la journée, etc., où on va pas trop socialiser. Du moins, en tout cas, c'était ma démarche personnelle, c'était mon modus operandi à une époque où j'étais très carré avec le body. Je voulais vraiment qu'on me foute la paix, donc je choisissais des boulots en conséquence. Ah, une question sur l'entraînement. Enfin, si tu ne devais retenir qu'un exo par groupe musculaire, lesquels seraient-ils? Question de Jérémy. Jérémy, big up, ancien client à moi, j'espère que tout va bien avec ta femme. J'espère que la grossesse se passe bien. Alors, pour les pecs, je choisirais les dips. Pour les épaules, le faisceau latéral, je choisirais les élévations latérales aux haltères. Pour le dos, les tractions, ah, ça c'est sans hésiter. Pour les trapèzes, du shrug à la barre, à la Smith Machine avec les mains dans le dos.
Je trouve que personnellement, j'avais un meilleur étirement quand je pouvais faire les trapèzes, j'avais un meilleur étirement avec cet exercice, meilleure contraction. Quoi d'autre? Pour les mollets, une machine debout avec étirement forcé. Pour les biceps, du curl unilatéral à l'haltère, assis. Et pour les triceps, je dirais, du skull crusher, voilà, du barre au front, juste comme ça. Et pour les quads, leg extension, pour les ischios, leg curl assis ou soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, peut-être l'arrière d'épaule. Ouais, l'arrière d'épaule, je choisirais le face pull à la poulie haute. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà. De prime abord, comme ça, sans y avoir réfléchi, je choisirais ces exercices. BPC 157, TB 500 et CJC 1295 pour tendinite et arthrose, question de Aurélien. Aurélien All Performance, cette fois. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. Alors, le BPC et le TB 500, oui. Par contre, le CJC, ça fera que dalle pour l'arthrose. Donc, le TB 500 et le BPC 157, tu t'en doutes, ça va aider donc les ligaments, les tendons. Ça va aider à reconstruire un petit peu tout ça, à réduire l'inflammation, les tissus mous, à les régénérer, etc. Par contre, je ne suis pas sûr que pour tes genoux arthrosiques, ça soit miraculeux. Lorsqu'on fait ces premières cures, on fait quoi entre chacune? PCT, question de Ilan. Alors, moi personnellement, je trouve que c'est ridicule de faire des PCT entre les cures, surtout si tu décides d'en faire plusieurs d'affilée. Si tu veux juste tester une fois pour voir, c'est sûr, vaut mieux prévoir une relance. C'est garanti que tu vas en avoir besoin. Par contre, si c'est pour refaire une cure 3 mois après, autant te mettre en TRT, essayer de maintenir ce que tu as, sortir la tête de l'eau, essayer de maintenir une bonne santé mentale avec la stabilité hormonale qui va avec, parce que de toute façon, tu vas cracher. En fait, si tu fais des relances à tir-larigot après chaque cure, je te garantis que même à ton jeune âge, ton axe HPT, il va être complètement cramé. Et pourquoi faire un pas en avant si tu en fais trop en arrière après? Tu veux pendant des mois avoir zéro libido, zéro envie, voir ton physique s'atrophier devant la glace chaque jour. Comment tu crois que tu vas le gérer moralement ça? Donc voilà. Pour moi, c'est soit tu as les deux pieds dedans, soit tu fais rien. Voilà. Sauf bien sûr, si tu veux juste tester une fois pour voir, là je peux comprendre que voilà, tu as envie d'avoir une porte de sortie. Mais sinon, systématiquement pour moi, ça sera TRT, donc Blast and Cruise. Parce que tu vas jamais récupérer ta testo naturelle comme elle était au préalable, et surtout, tu ne vas rien maintenir naturellement avec une testo normale, ce que tu as acquis avec des substances exogènes artificielles. Bonjour, quel complément alimentaire utile pour un homme de 62 ans? Question de Patrick. Alors déjà, sans hésiter, vitamine D3, parce que ça sera la vitamine la plus importante pour les défenses immunitaires, pour le profil hormonal, pour la longévité. Ensuite, la vitamine B12, parce qu'en vieillissant, on est de plus en plus carencé en cette vitamine, on l'absorbe moins bien. Surtout si, comme beaucoup de personnes plus âgées, vous avez des problèmes de digestion, des remontées acides, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui prennent des IPP, donc des inhibiteurs de pompe à protons comme l'oméprazole, ce qui est une erreur hein, selon moi, parce que ça ne résout pas le problème, ça le masque seulement. Donc voilà, quand vous prenez de l'oméprazole, ça inhibe l'absorption de la B12. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Forcément, vous mangez moins de protéines animales, moins de protéines tout court, donc une supplémentation en whey isolate ou hydrolysate, ça sera pas mal. La créatine monohydrate aussi, c'est pas mal pour la performance et la mémoire. Collagène, vitamine C, curcuma pour lutter contre l'arthrose. Pour les problèmes de digestion, des probiotiques, ça je pense que c'est un peu une évidence. Et puis le magnésium, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. À part ça, non, dans l'ensemble, je pense qu'on couvre à peu près tout. Est-ce que c'est dur de garder un tel physique, entre guillemets, comme le tien sur le long terme? Question de Florian. Florian, qui je crois est un ancien client, donc merci pour ta question, Florian, j'espère que tu vas bien. Alors, je crois que c'était Jordan Peters qui avait dit justement que pour maintenir son physique, il avait besoin de plusieurs grammes d'androgène par semaine, de beaucoup de quantité de nourriture et d'un entraînement toujours hardcore. Et c'est vrai que personnellement, j'ai acquis la plupart de mes muscles, pas naturellement. Naturellement, je faisais quoi?
93 kg maximum pour 1,88 m, et tout ce qui est venu ensuite, c'était l'œuvre d'une utilisation prolongée des androgènes. Donc, vous vous en doutez, pour maintenir le meilleur physique que j'ai eu, je crois, c'était aux alentours de 130 en bonne condition, ça nécessite pas mal d'androgènes, de bouffe et un entraînement hardcore très fréquent. Ce qui n'est pas tenable pour moi sur la durée. Voilà. Et généralement, quand on voit quelqu'un qui décline très vite en réduisant les produits, c'est que on peut attribuer la majeure partie de sa progression aux stéroïdes anabolisants. À l'inverse, quelqu'un qui arrive à maintenir un très bon physique avec très peu de produits, c'est que il avait une base entre guillemets solide au préalable avant d'attaquer. Donc oui, c'est très dur de maintenir un physique comme le mien sur le long terme. En tout cas, moi personnellement, si je devais maintenir ce genre de physique, j'aurais encore raccourci mon espérance de vie, parce que ça nécessite donc beaucoup de stéroïdes anabolisants, beaucoup de nourriture, et un entraînement hardcore qui serait absolument épuisant et qui m'empêcherait d'être productif sur le reste de ma journée. Donc personnellement, oui, ce genre de physique nécessite une haute maintenance, et la plupart des types que vous voyez sur Instagram, si du jour au lendemain, on enlevait la boîte à pharmacie et qu'il se mettait à manger normalement, il serait absolument méconnaissable et il serait, pour la plupart, complètement insignifiant. Dernière question de ce FAQ, toujours aller à l'échec pour la croissance musculaire, demi-rep à la SMAEV ou étirement complet? Question de Ima F. Donc encore un Florian, encore un ancien client à moi, j'espère que tu vas bien Florian et que tout roule pour toi. Alors, toujours aller à l'échec pour la croissance musculaire, on va déjà commencer par ça. Aller à l'échec, oui, mais de façon sélective. Donc par rapport à ça, je m'explique. Je dirais aller à l'échec surtout sur les machines, sur les appareils guidés. Pourquoi? Parce que aller à l'échec sur des polyarticulaires, je trouve ça assez dangereux. Au-delà du fait que ça va vous cramer nerveusement pour le reste de la séance, c'est sûrement votre dos, votre gainage ou votre mental qui vont lâcher avant le muscle ciblé. Donc personnellement, je n'irai pas vraiment à l'échec sur un squat libre. Je pense que c'est une grosse connerie. C'est très risqué surtout, et le ratio bénéfice-risque est pas très intéressant. Mais sur des exercices d'isolation ou des machines, là où on est beaucoup plus sécurisé, plus stable, on peut clairement pousser le muscle à l'échec. Et c'est justement le muscle qui va céder, pas la stabilité ou le gainage ou le dos ou que sais-je. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, à savoir est-ce qu'on doit faire des demi-reps à la SMAEV? Alors, tu le sais tout aussi bien que moi, vu qu'on aime bien tous les deux SMAEV, on a bien constaté que le type a au moins 65 de tour de bras, 56 cm d'avant-bras, et à son niveau, l'amplitude est complètement limitée. Même s'il le voulait, je pense qu'il ne pourrait pas faire autre chose que des demi-mouvements sur l'écrasante majorité des exercices pour les bras, notamment. Voilà, mais pour un mec lambda, faire des demi-reps, non. Je dirais que comme base par défaut, faire de l'amplitude complète ou quasi complète, ça sera crucial, et pourquoi pas faire des demi-reps ou des reps partiels en position étirée. Ça peut être très utile pour l'hypertrophie, mais de façon générale, la base par défaut d'un entraînement, je partirais sur une amplitude complète ou quasi complète sur tous les exercices. Et donc certains pourraient poser la question, ce qui serait légitime, à quoi bon faire des amplitudes complètes? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices par rapport à des demi-reps? Donc déjà, vous allez recruter un maximum de fibres en faisant de l'amplitude complète. Ensuite, vous aurez une tension mécanique appliquée en position étirée qui sera maximale. Ça, c'est un énorme vecteur d'hypertrophie. Vous aurez des articulations plus stables. Et aussi, tant que j'y pense, vous avez on appelle ça, une progression qui sera plus concrète et mesurable. Parce que si vous faites d'une semaine sur l'autre une amplitude différente, est-ce que vous avez vraiment progressé? Est-ce que vous avez vraiment pris de la force? Donc ça, c'est très important pour jauger de la performance. Avoir un standard d'amplitude sur lequel vous vous cadrez et vous restez, c'est quand même beaucoup plus concret pour tenir une progression, plutôt que d'une semaine sur l'autre. Voilà, une semaine je fais des demi-reps, une semaine je fais les 3/4 de reps. Au final, est-ce que vous avez vraiment progressé en force sur un exercice? Vous ne pouvez pas vraiment le savoir si vous n'avez pas standardisé justement cette amplitude de mouvement. Enfin, quels seront les avantages de faire des partiels en position étirée? Déjà, vous allez appliquer une grosse tension mécanique sur le muscle ciblé, mais surtout, c'est très utile. Si tu arrives à l'échec et que tu ne veux pas remonter complètement la charge, tu vas pouvoir prolonger la série et rester dans la zone la plus hypertrophique, ce qui est quand même optimal pour l'entraînement.